Vous connaissez sans doute Irène Fernandez. Elle va justement nous parler de l'imaginaire. Moi, je l'ai connue il y a longtemps en lisant un texte d'elle dans la revue Communio. D'abord parce que j'étais chez Rémi Brague et je ne connaissais pas Irène Fernandez. Elle venait de sortir son livre, sa réponse à Michel Onfray. Elle a fait, à mon avis, le meilleur livre de réponse à Michel Onfray à l'époque où il avait sorti son traité d'athéologie. Ça s'intitulait d'ailleurs, ce livre s'intitulait de Dieu avec raison ou Dieu avec esprit. Dieu avec esprit, voilà. Et j'ai lu un texte d'elle sur l'imagination. L'imagination que beaucoup de poètes, beaucoup de philosophes ont considérée comme la folle du logis, celle qu'il fallait condamner. Il fallait effectivement exterminer l'imaginaire pour entrer dans la rationalité. Et c'était un texte des années, je crois, 80. Et à partir de ce moment-là, tout le travail d'Irène Fernandez a été justement le travail de rappeler le caractère essentiel de l'imagination et de l'imaginaire. Elle est connue maintenant aujourd'hui pour être la grande spécialiste des féeries, ou des fairy tales, notamment de celles qui marquent spécialement nos générations, même les jeunes générations, puisque son dernier livre, Défense et illustration de la féerie, parle non seulement du Seigneur des Anneaux de Tolkien, des Chroniques de Narnia de C.S. Lewis, mais aussi ce qui m'a surpris, de Harry Potter et de Twilight. Pourquoi est-ce que nous avons invité Irène Fernandez? Non pas parce qu'elle serait spécialiste de la poésie comme telle, mais justement parce qu'elle s'occupe de ce lieu qu'est la féerie, le conte, qui est justement une manière de rendre encore aujourd'hui, alors même que cette poésie pourrait disparaître du roman et des romans les plus sérieux, une manière de donner la poésie sous une forme, je dirais, populaire. Voilà, pour ceux qui ont lu Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, vous savez que c'est une langue en elle-même poétique, que ses descriptions sont admirables, mais qu'en plus, la vie des personnages de Tolkien est entièrement habitée par le chant. Justement, ils chantent ensemble et il y a de nombreux poèmes à l'intérieur du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, peut-être que justement la féerie est une manière d'inverser la donne et de permettre à la poésie d'accéder des milieux qu'il aurait complètement oubliés. Merci Irène. Merci, sauf que vous avez déjà dit l'essentiel de ce que je vais dire. Alors, le public va sûrement être déçu, mais enfin, tant pis. Ce que je voudrais donc dire quelques mots en faveur de la littérature féerique. J'appelle littérature féerique, selon une suggestion du père Louis Bouillet, ce qu'on appelle, d'ailleurs on ne sait pas trop comment l'appeler en français, la littérature fantastique, mais c'est pas tout à fait ça, la fantasy. Enfin, moi j'aimerais bien dire, mais c'est un terme médiéval, la littérature merveilleuse. En fait, c'est un ensemble de textes ou d'histoires, courtes ou longues, qui ne sont pas réalistes et qui comportent des éléments soit non humains, soit surhumains, soit hors du monde, tout en étant en fait ayant un rapport avec ce monde. Bon. Ce ne sont pas nécessairement des contes de fées. Le mot féerique lui-même et conte de fées est un mot très difficile à employer. Tolkien, qui en a beaucoup parlé, qui a consacré un essai excellent à ce sujet, pour défendre le conte de fées, il doit se battre contre la connotation que ce terme a pris, aussi bien en anglais qu'en français, à savoir, enfin, vous voyez, quelque chose d'assez restreint. En fait, dans le conte de fées, il y a aussi pris en compte tout ce qui est malheur et tristesse. Il n'y a pas seulement
le conte de fées, entre guillemets, comme dans les magazines. Bien. La littérature féerique a un archétype dans le monde moderne, c'est le Seigneur des Anneaux de Tolkien, dont on vient de parler. Je pourrais rappeler que son archétype antique, c'est l'Odyssée. Si vous connaissez l'Odyssée, c'est bien un périple où il se passe des quantités de choses féeriques ou fantastiques. Alors, dans sa forme moderne, c'est une littérature en général méprisée, j'allais dire par les professeurs, par l'intelligentsia, et qui pourtant a un succès énorme. En fait, là, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est quand même un genre littéraire précis qui comporte, comme les autres genres littéraires, des chefs-d'œuvre, des navets, et puis aussi tout l'entre-deux. Quand on aborde donc une œuvre de ce type, il faut exercer un discernement critique, comme quand on lit un roman. Mais ce n'est pas ce que je voudrais traiter aujourd'hui. Je voudrais montrer, enfin, je voudrais plutôt affirmer. Je suis désolée, je suis obligée de procéder par affirmation parce que je n'ai pas le temps de montrer. Montrer, c'est prendre les textes de près, c'est les mettre en rapport, etc. Là, je suis obligée de vous dire c'est comme ça. Alors, vous le croyez ou vous ne le croyez pas, mais bon. Ce que je voudrais affirmer, donc, c'est que la féerie, c'est ce qu'a dit, a une affinité avec la poésie. Que cette affinité lui donne le pouvoir d'éveiller ou de réveiller l'imagination, et que cet éveil de l'imagination peut contribuer à une possible ouverture sur la foi. C'est peut-être, j'ai bien dit peu, possible, peut-être, etc. C'est qu'il ne suffit pas d'une approche par l'imagination, mais sans imagination, peut-on approcher réellement ce qui est en question? On regarde peut-être de loin, nous sommes dans la période de l'Avent, et autrefois, il y avait une lecture de l'Avent que j'aimais beaucoup, on disait que... D'ailleurs, je crois que Claudel l'a reprise peut-être dans l'annonce faite à Marie ou ailleurs, Aspiciens allongés, regardant de loin. Bon, alors, je viens d'affirmer tout ça, mais je ne peux pas le prouver, mais je peux quand même essayer d'indiquer quelques chemins pour s'approcher de la chose. On vient de déplorer qu'en France, la poésie ne se vend pas, il y a peu de lecteurs. Je ne sais pas s'il y en a tellement ailleurs. Parce que, par exemple, il y a des journaux, les journaux anglais, les journaux les plus littéraires, le supplément du Times et d'autres, publient des poèmes régulièrement. C'est vrai, ce que ne se fait pas en France. Mais je ne sais pas dans quelle mesure ces poèmes sont vraiment reçus. Parce qu'un homme que j'ai beaucoup fréquenté, qui est C.S. Lewis, qui lui-même avait voulu être poète, mais il disait bien que même à son époque, donc il est mort il y a 50 ans, donc, mais enfin qu'il y avait peu de lecteurs de la poésie, même en Angleterre. Enfin, peu importe. En tout cas, en France, il est certain qu'il suffit de fréquenter, si on peut dire, le rayon poème, si tant est qu'il y en ait un. Moi, j'habite près du Divan, qui est quand même une très grande librairie, mais il faut quand même chercher les poèmes à la loupe. Mais pourquoi est-ce que les gens ne lisent pas de poèmes? C'est quand même pas. C'est parce qu'il leur manque l'initiation, la culture, tout bêtement. Vous savez, moi, je regrette un peu, mais ça, c'est parce que je suis une vieille personne, mais je regrette les poèmes qu'on apprenait par cœur autrefois. D'ailleurs, le par cœur, ça a un sens beaucoup plus profond que d'être un simple automatisme, etc. Quand on connaissait des poèmes par cœur, qu'on avait appris quand on était petit, en général, comme la mémoire de ces âges est forte, il vous reste. Moi, j'ai eu des amis pendant la guerre, vous voyez que ce n'est pas tout jeune, hein, mais j'ai eu des amis en prison, j'ai eu des amis même en camp, qui m'ont dit qu'une des raisons, enfin une des choses qui les ont aidés à vivre, à survivre, ce sont des poèmes. Enfin, ça, je pourrais m'étendre là-dessus. Mais c'est quand même important. Mais ces poèmes, d'où est-ce qu'ils les tiraient? De leur mémoire. Évidemment, ils n'avaient pas la possibilité d'une librairie. Mais si on ne donne pas cette mémoire aux enfants, comment est-ce que vous voulez qu'ensuite ils accèdent à la poésie? Ils ne savent même pas ce que c'est. Mais le besoin de poésie
je crois, existe en tous. Et je crois que beaucoup de nos contemporains, dans les jeunes et dans les moins jeunes aussi, trouvent dans la féerie, j'appelle féerie pour faire court la littérature féerique, dans la féerie, un analogue de la poésie. Je ne crois pas que les... C'est vrai que les gens lisent ces livres, peut-être les jeunes, pour les aventures, qu'est-ce qui va se passer. Quand on publiait Harry Potter avec un grand sens du marketing, il faut bien dire, une fois par an, il y avait un nouveau volume et tout le monde attendait ça fébrilement. Qu'est-ce qui va se passer? Il y avait des spéculations sur ce qui allait arriver aux héros, etc. Ça, c'est très bien, mais ce n'est pas la seule chose. Parce que ça, il y en a des romans d'aventure, il y en a des millions. Pourquoi certains touchent-ils plus que d'autres? C'est qu'il y a autre chose. Et puis, de toute façon, une fois qu'on a lu l'aventure, on relit le livre. Or, les livres qu'on relit, c'est justement des livres qui portent autre chose en eux que simplement l'histoire. Parce que sinon, il y a beaucoup le genre roman policier qu'on achète dans le train et puis qu'on oublie une fois que... Bon. Alors, je voudrais quand même justifier un petit peu cette idée d'analogie avec la poésie. Je ne vais pas nommer ridicule, surtout dans cette assemblée, de définir la poésie. Je dirais simplement que je me présente ici non pas du tout comme poète, mais comme lecteur de poètes, comme ami, comme lecteur, si vous voulez, ami des poètes. Et pour qui la poésie n'est pas simplement un jeu de langage. Alors qu'est-ce qui se passe quand on lit de la poésie, ou qu'on en entend lire, comme on vient de le faire, ce qui est encore peut-être plus beau, mais enfin on ne peut pas toujours. Mais c'est que parfois, un vers, un verset peut-être, ça dépend les formes qui sont employées, une phrase dans sa forme parfaite, un poème entier quelquefois, c'est comme une flèche qui touche au cœur. C'est comme aussi, si vous voulez, un éclair qui illumine l'horizon. Vous savez, quand il fait extrêmement sombre et tout d'un coup, un éclair et on voit apparaître un horizon. Alors, c'est une expérience qu'on ne fait pas toujours et tout le temps, mais c'est l'expérience pour laquelle on vient vers la poésie. Et le résultat, si vous voulez, c'est d'arracher au positivisme ordinaire. Nous vivons forcément, je n'ai rien contre le rapport au quotidien dont il a été question, et nous en avons tous un et nécessaire, mais dans ce quotidien, en quoi est-ce qu'il consiste? Est-ce qu'il consiste dans simplement une routine de répétition de gestes qui finalement n'ont pas beaucoup de sens, ou bien est-ce qu'il y a autre chose? La poésie défamiliarise le familier pour mieux le faire voir. Ça, c'est d'ailleurs une technique, j'allais dire, relativement simple. C'est la technique de Chesterton, que vous connaissez peut-être. Ça consiste à regarder les choses à l'envers. D'ailleurs, il paraît que, je ne sais pas si c'est les Chinois ou les Japonais, dans l'esthétique, on regarde les choses à l'envers. Comme ça, on les voit. C'est-à-dire, on voit ce qu'on n'y voit pas d'habitude. Mais alors ça, c'est pour voir de mieux notre quotidien, notre réel quotidien, mais aussi pour en faire voir l'étrangeté, pour y déceler l'inattendu. En fait, pour simplifier, pour aller très vite, etc., l'expérience poétique, j'entends l'expérience de la lecture de poèmes qui vous touchent, ça ouvre devant soi le livre même de la création. Vous savez, c'était une métaphore très fréquente dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. On déchiffre le livre par excellence, c'est la Bible, et puis il y a un autre livre qui est le livre de la création. Et ce livre de la création, il faut d'abord voir qu'il est à déchiffrer. Sinon, vous avez des objets, des choses, des réalités brutes qui s'imposent à vous, et c'est tout. Tandis que la poésie vous révèle qu'il s'agit d'un, je ne dirais pas d'un texte, parce que le monde ne peut pas se réduire à un texte, mais qu'il y a quelque chose à déchiffrer dans ce qui nous est donné. Je vais prendre un exemple, parce que quand même, c'est très bien de rester dans les généralités, je suis bien obligée de le faire, mais j'ai quand même cherché un exemple qui pourrait être présenté assez rapidement.
Et je me suis rappelé un texte ou un poème, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler, d'un poète qui s'appelle André Ardelais, qui est un poète de notre époque, enfin du XXe siècle. C'était pas du tout un croyant. C'est même, je crois, enfin, en tout cas, il me semble fort loin de toute préoccupation, même religieuse. Enfin, je n'en sais rien, mais en tout cas, dans ce qu'il a écrit. Eh bien, dans un de ses textes, il commente un tableau. Vous avez déjà comment dirais-je, une coïncidence ou une cohérence de différents arts, ce qui est difficile. Vous savez, il n'y a rien de plus difficile que de parler d'un tableau. Je ne sais pas, ce n'est pas les Goncourt qui disaient que c'est ce qui entend le plus de bêtises, etc. Ben, Ardelais commente une toile de Magritte. Magritte est un peintre belge surréaliste qui peint des choses à la fois très léchées et en même temps où il y a effectivement de l'ailleurs. Cette toile s'appelle « L'île au trésor ». C'est un titre qui nous met déjà sur le chemin de la féerie, parce que « L'île au trésor », bon, tout le monde connaît enfin, le texte de Stevenson, et c'est une histoire d'aventure. Il n'y a rien de surnaturel ou de merveilleux dedans, mais le pirate, l'île, le trésor, ce sont déjà des éléments mythiques. Et l'île au trésor, ça fait partie finalement des grands mythes, en tout cas de l'Occident. Je ne sais pas s'il y a un Occident, mais enfin. Bon, alors, cette toile, d'ailleurs, peu importe la toile, moi je la trouve très laide, mais enfin, c'est autre chose. Ardelais, ça représente une île, et dessus, il y a une espèce de gros bouquet de verdâtre. Et on voit que c'est une île parce qu'il y a la mer, etc. Et pour Ardelais, cette toile évoque alors, un château de feuillage. C'est son expression. Formé, dit-il, par la masse des arbres qui surplombent l'île au trésor. Vous arrivez sur une île, vous voyez un gros bouquet d'arbres, et c'est un château de feuillage. Alors, en fait, c'est un château qui n'est pas vu sans arrêt. On le voit seulement si on est au bon endroit, au bon moment, et c'est une sorte d'apparition, si vous voulez, d'un surréel dans le réel. Il dit que et là je le cite, cette féerique construction de verdure, vous voyez, il a employé le mot féerique, c'est pas pour rien, s'évanouit au moindre déplacement du regard. Et ça, je crois que c'est très intéressant parce que le poète, je ne sais pas ce qu'il en est pour lui, mais le lecteur du poète, il a des moments comme ça où l'éclair le perce, mais à d'autres moments, on peut relire le poème et rien ne se passe, si vous voulez. C'est parce qu'on n'est plus au bon moment. En tout cas, il y a une expérience extrêmement intense, mais qui peut être fugace. Dans l'île de Ardelais, enfin de Magritte vue par Ardelais, les arbres sont toujours là et eux, ils disparaissent jamais. Mais ce qui disparaît ou apparaît, c'est le château de verdure. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Ardelais, donc, qui n'est pas croyant, que je n'ai pas l'intention d'annexer d'une façon quelconque, dit que, toute fugitive qu'elle est, cette apparition, avec, et là je le cite, avec la joie inexplicable qu'elle apporte, est le vrai trésor de l'île. Il suffit de la découvrir pour retrouver le don de s'émerveiller, pour que s'affirme la promesse de terres inconnues, pour que s'efface toute lassitude. Quelques-uns l'ont vu, et ceux-là ont compris qu'ils venaient de toucher en même temps au rivage de la Belle Espérance. Il écrit Belle Espérance comme si c'était un titre de bateau, vous voyez, mais on aborde au rivage de la Belle Espérance. Alors, si on aborde aux terres de féerie par la lecture, alors je pense à la Terre du Milieu, je pense à Narnia, qui est un lieu poétique, un lieu dont certains lecteurs, en particulier justement anglais ou américains, sont amoureux avant d'être s'intéresser même à ce qui peut s'y passer. Même Hogwarts, l'école de Harry Potter,
c'est pas seulement un endroit où il se passe des trucs magiques rigolos, parce que ça amuse les enfants d'un certain âge, certainement, mais c'est un lieu qui lui-même a une dimension féerique. Et on pourrait citer, si j'avais le temps, je pourrais citer des ouvrages moins connus, mais dont certains sont très bons. Et ça, c'est qui donne tous ce sentiment, et ceci, c'est tout à fait indépendant des idées éventuelles des auteurs. Parce que là, en féerie, comme je crois en poésie, un poète en dit souvent beaucoup plus long qu'il ne croit. Ou il ne sait même pas tout ce qu'il dit. Vous me direz. Donc, je crois que toucher le rivage de la belle espérance, c'est une des possibilités que nous donne la féerie. Et ceci dit, ça oblige, enfin, ou ça suppose que l'on ait consenti à laisser s'éveiller ou se réveiller en soi l'imagination. Jean-Pierre Denis disait judicieusement que notre époque est abreuvée d'images. Et je pense que l'imagination est par là même atrophiée. Et qu'il faut, pour être d'abord complet, même humainement, si vous voulez, mais même aussi pour faire une démarche de foi, il faut réveiller l'imagination. Et on est tellement, c'est vrai, bombardé de tous les côtés d'images, etc., qu'elle ne signifie plus rien. Sinon, la moitié des choses qu'on voit à la télévision vous ferait hurler, par exemple. Simplement, je parle des actualités. Hein. Bon. Je pense qu'il y a un petit garçon dont j'ai vu l'histoire une fois et qui m'a beaucoup touchée, auquel je pense très souvent. Et j'ai trouvé ça dans la nécrologie du fondateur des jeux de rôle, qui a demandé un jour, qui a rencontré un jour un petit garçon qui comparait, ou avec qui il a comparé, mettons une pièce ou à la télévision et à la radio. Et il lui a demandé qu'est-ce que tu préfères? Et le petit garçon a dit je préfère la radio parce que les images y sont bien plus belles. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Eh bien, je voudrais qu'on devienne tous un petit peu comme ce petit garçon. Et la féerie nous y oblige, parce que si on lit simplement, mettons le Seigneur des Anneaux, pour ce qui s'y passe, pour les aventures, bon, on passe vraiment à côté des choses. Non plus que, comme l'a rappelé Fabrice, il y a de longues descriptions, évocations de paysages où il ne se passe rien. Mais ce qui se passe, c'est justement le paysage, la présence d'une réalité, etc. Et la lecture donc de ce genre de texte nous oblige à faire comme le petit garçon. Il faut que les images se lèvent en nous, vous voulez, à partir d'un texte qui nous est donné. Or, ceci, et ça je finirai là-dessus, cet éveil de l'imagination, qui ne peut se faire d'ailleurs que par la poésie ou la féerie, parce que je ne crois pas que même les arts visuels viennent en second, même les grandes choses. Ne parlons pas de celles des images dont on est débordé. Cet éveil de l'imagination est nécessaire, plus important qu'on ne croit en tout cas, pour l'approche de la foi. Je dis bien une approche, parce que la foi, il y a toujours un moment où il y a un passage. Ce que propose la foi est au-delà de toute image, de toute imagination, mais aussi de tout concept. Et il est extrêmement important, je crois, de laisser fonctionner en nous l'imagination. Alors je ferai appel là à des théologiens, mais rapidement. Il y en a un qui est insuffisamment fréquenté peut-être en France, qui est Newman. Enfin, on en a quand même reparlé parce qu'il a été un peu canonisé, enfin, etc. Mais un peu canonisé. Il a écrit un texte tout à fait étonnant qui s'appelle un livre qui s'appelle La grammaire de l'assentiment, dans lequel il réfléchit sur quelque chose qui a l'air, comment dirais-je, assez abstrait au début. C'est l'assentiment, c'est-à-dire la croyance que nous donnons à une proposition, que nous énonçons. Genre, l'Angleterre est une île, c'est une proposition, mais
nous lui donnons notre assentiment quand nous croyons que c'est vrai. Bon. Alors, il distingue, c'est très célèbre, donc là, mais enfin, deux sortes d'assentiments. Un qu'il appelle l'assentiment notionnel, c'est-à-dire qu'on dit oui, d'accord, je comprends les concepts en jeu et je pense que c'est vrai, mais cet assentiment ne nous fait ni chaud ni froid. Parce que il n'y a rien de concret, de représenté dans cet assentiment. Et alors, à côté de l'assentiment notionnel, il y a pour Newman l'assentiment réel, comme il dit. Vous connaissez, vous savez qu'on a abusé en français du mot réalisé, l'Académie est contre, mais en fait, c'est très newmanien, réaliser quelque chose. Dans l'assentiment réel, l'imagination joue un rôle fondamental. C'est elle qui nous fait réaliser, alors au sens vraiment fort, ce qui est en question. C'est donc, s'il s'agit d'une proposition importante, c'est ce qui nous fait agir ou vivre selon cette réalisation. Je vais vous donner un exemple, qui est un exemple de Newman. C'est la condamnation de l'esclavage, la condamnation morale de l'esclavage. Je vous rappelle qu'il écrit au XIXe siècle, où c'est pas encore, tout n'est pas encore joué. Alors, à l'époque de Newman, tout le monde, entre guillemets, est d'accord pour dire que c'est horrible l'esclavage, et bon. Mais la plupart ne donnent à cette position qu'un assentiment notionnel, c'est-à-dire, bon, bah oui, d'accord, c'est horrible, mais ça ne change absolument rien dans ma vie, ni dans... Et puis, au fond, j'y pense pas tellement, etc. Le jour, seuls ceux qui ont donné à cette proposition de l'esclavage est condamnable un assentiment réel, c'est-à-dire ceux qui ont réalisé ce que c'était que l'esclavage. Et pour ça, il faut un petit peu d'imagination. Vous savez, il n'y a rien de tel que l'imagination pour essayer de se mettre à la place de l'autre. On ne peut jamais le faire complètement, mais enfin, on peut quand même avoir la plupart, je crois, de nos manques par rapport à notre prochain, c'est qu'on n'imagine pas, ou on ne cherche même pas à imaginer ce qui peut se passer dans sa propre vie. En tout cas, vous voyez ce que veut dire assentiment réel, assentiment notionnel. Pour Newman, la foi suppose un assentiment réel, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'adhérer à des formules, de répéter le credo, ce qui est, on sait très bien, mais enfin, ça peut très bien ne rien changer à votre vie. Et je ne dis pas qu'on peut réaliser absolument tout ce qui est en jeu dans le credo, parce que ça nous dépasse, c'est sûr, mais il faut quand même que les énoncés du credo prennent chair, qu'ils fassent sens pour nous, pour que nous, la foi, enfin ça c'est l'idée de Newman, que la foi soit plénière, et pour qu'elle inspire la vie. Je pense qu'on pourrait s'inspirer peut-être de ça pour ces histoires de nouvelle évangélisation, etc. Enfin ça, c'est... Mon premier théologien, donc, dont j'invoque l'autorité qui est quand même considérable, c'est celle de Newman. Je vous rappelle que Benoît XVI, qui est aussi un très bon théologien, a souhaité qu'on étudie un peu plus Newman. C'est vrai qu'il est anglais, il est très anglais, alors pour passer la Manche, c'est tout un problème, mais enfin, il y a quand même des bons éditeurs qui s'occupent de lui. Bon, je vais citer rapidement, pour finir, un autre théologien, qui lui est anglican, c'est Rowan Williams, qui est l'ancien archevêque de Canterbury, qui en a eu assez d'être archevêque aussi, ça doit être une manie. Il a renoncé à son... Et il est maître d'un collège de Cambridge. Et c'est un très bon intellectuel et un bon théologien. Et il a écrit un très bon petit livre sur les chroniques de Narnia de Lewis. Vraiment excellent. Un livre de maturité, si vous voulez. Et il écrit ceci à propos, on l'a interviewé, je ne sais pas combien, ça c'est un interview tout récent de cette année. Il dit ceci: « Je pense que de plus en plus de gens ont pris conscience qu'on s'ouvre à la foi non par un grand effort de volonté ou par un grand effort de l'intellect, mais quand l'imagination est touchée au point d'être complètement retournée. Quand elle est, when it's turned upside down. » Vous voyez, vraiment la tête en bas. Et effectivement, c'est ce qui est l'effet de la poésie
ou de la féerie qui retourne notre vision des choses. Jusqu'à, dans certains cas, nous faire pressentir qu'il y a peut-être une faille dans les murs de la prison du monde. Ça, c'est une expression de Tolkien. Une faille, une brèche dans le mur de la prison du monde. Et par cette brèche passe évidemment une lumière inopinée. Et la féerie, comme la poésie, et de par sa nature même, dispose à saisir cette lumière, ou selon une formule qui est souvent employée dans la critique esthétique, sans qu'on réalise, comme dirait Newman, ce qui est en question, la féerie nous aide à voir l'invisible. Alors je finirai en citant deux poètes. Moi, c'est encore des poètes anglais. Au monde invisible, nous te voyons. C'est le début d'un très beau poème d'un des plus grands poètes anglais du XIXe siècle, qui est Francis, je ne sais pas si c'est un des plus grands, en tout cas c'est un des grands, Francis Thompson. Paul Claudel l'a traduit d'ailleurs. Oui, oui, ça. C'était un homme curieux. Il a été même beaucoup SDF dans sa vie, opiumane, très catholique. Non, mais vous ne vous rendez pas compte que dans l'Angleterre du XIXe siècle, c'était tout aussi scandaleux d'être catholique que SDF. Puis surtout quand on était SDF, une relativement bonne famille à l'origine. Si vous voulez. Bon, enfin, ceci dit, il a écrit un merveilleux poème où il voit le monde invisible affleurer sous le monde visible, si vous voulez, et le transfigurer. Et ça finit par, il voit le Christ marchant sur les eaux de la Tamise et non du lac de Tibériade. Oui. C'est très très beau. Un autre poète, encore plus proche de nous, puisque c'est un poète du XXe siècle, T.S. Eliot, qui a écrit beaucoup de choses, mais il a écrit un très beau chœur dans une sorte de pièce qu'il avait écrite pour une église. Aux lumières invisibles, nous te louons. Aux lumières invisibles, nous t'adorons. Aux lumières invisibles, nous te glorifions. Aux lumières invisibles, nous te rendons grâce pour ta grande gloire. Voilà. Merci. Irène, c'est toujours une grande joie de vous entendre. Je ne sais pas à quoi ça tient, mais alors on est là, j'ai l'impression que ça devient une veillée et qu'on pourrait vous écouter comme ça toute la nuit. Vraiment, ou comme la comtesse de Ségur quand elle faisait la Bible d'une grand-mère. Alors voilà, et alors même que vous n'avez pas écrit de féerie, mais dans votre voix, voyez, vous arrivez à susciter cette attention du conteur, quoi. Voilà. Mais merci beaucoup, Irène. C'est une grande joie. Je pensais justement à cette différence très nette. C'est vrai qu'il y a un besoin de poésie chez tous, et vous avez parlé des jeunes. Il y a eu, et puis j'ai pensé automatiquement à mes filles qui sont très fans de Pirates des Caraïbes de Walt Disney. Et alors j'ai donc, parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas qu'elles le voient toutes seules, alors j'ai accompagné leur visionnage au début. Enfin, en tout cas, j'ai utilisé ce prétexte. Et j'ai trouvé ça très bien, en fait, assez fort, avec un lyrisme parfois, vraiment un déploiement de l'imaginaire, un peu païen, enfin un mélange de christianisme et de paganisme, ça correspond à ce que vous disiez, mais vous avez dit que quand même, et c'est ça qui est très important, bien sûr qu'il y a cet événement de l'image, du cinéma d'abord, puis maintenant la prolifération des images sur les écrans. Et on pourrait dire, c'est ça aussi qui a fait disparaître la poésie, la lecture. Et on pourrait dire, est-ce que ça peut tenir lieu du livre ? Est-ce que finalement ces choses-là peuvent suffire ? Et vous avez suggéré vraiment, enfin vous avez dit la réponse, attention, les images tuent l'imagination. Et rien ne peut se substituer à ce qui est donné par la parole
hein, dans sa nudité. Et ça, j'ai trouvé ça très, très fort.